Donc, je Ok. pars à l'enregistrement. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du risque. Je vous remercie de votre présence. Donc, avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire est enregistré. Et si vous ne voulez pas qu'on vous voit, il suffit de garder votre caméra fermée. Et le webinaire sera disponible dans le fond sur notre chaîne YouTube en début de semaine prochaine. Donc, sans plus attendre, je vous présente nos panélistes Bernard Deschamps et Foucault Thomaset qui vont nous parler dans le fond de l'estimation des dommages causés par les inondations, art ou sciences. Donc, Bernard est doctorant en sciences de l'environnement à l'UQAM, expert en assurance municipale. Ses travaux en cours portent sur la contribution des municipalités du Québec dans le partage du risque d'inondation. Au cours de sa carrière, il a piloté la création du Fonds d'assurance des municipalités du Québec, un assureur spécialisé dans la gestion et le transfert des risques municipaux. Bernard détient une maîtrise en administration publique de l'ENAP, un certificat de deuxième cycle en comptabilité de l'Université Concordia et un baccalauréat en sciences administratives de l'Université de Montréal et des HEC. Aussi, titulaire d'une formation en génie civil et urbain, Foucault Thomaset, lui, est conseiller en recherche au sein du Bureau de projet de gestion des risques d'inondation, le BPGRI, je crois, de la communauté métropolitaine de Montréal. Ses travaux portent essentiellement sur des projets d'analyse de risques, de vulnérabilité et de prévention des inondations. Donc, messieurs, je vous laisse la place pour votre présentation. Oui. Merci beaucoup, Catherine, pour Ben, ça l'introduction. fait plaisir. C'est ça, aujourd'hui, on pensait vous présenter l'état de notre réflexion et de nos travaux concernant l'utilisation des courbes de dommages, donc pour estimer les dommages qui seraient potentiellement causés par les inondations de débordements de cours d'eau. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être recontextualiser de pourquoi Bernard et moi travaillons ensemble. Mhm. Donc, dans le fond, Bernard, tu avais déjà fait en 2022 un article où tu avais utilisé des données de la communauté métropolitaine de Montréal pour faire des travaux d'estimation des dommages. Ouais. Puis donc, moi, je travaille à la CMM dans le bureau de projet de gestion des risques d'inondation. Puis je suis aussi amené à faire des travaux de caractérisation du risque et à faire des estimés de dommages. Donc, en ayant eu connaissance de ton article, on s'est contacté, puis on a décidé de travailler ensemble. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, on vous présente l'état de nos travaux et les réflexions qu'on a pu avoir ensemble. Mhm. Avant de commencer, je voudrais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe du bureau de projet de la gestion des risques d'inondation de la CMM, parce que c'est eux qui nous ont donné les données utiles pour nos calculs. Et ça, sans leur travail, on n'aurait jamais pu faire la présentation qu'on Ouais. fait aujourd'hui. Donc ça, je tenais à les remercier. Euh, Puis dans le fond, la présentation va s'orienter autour de trois points principaux. Donc le premier, on va rappeler qu'est-ce qu'une courbe de dommage, comment ça marche, comment est-ce qu'on l'utilise. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on verra les potentielles limitations quant à l'utilisation de ces courbes-là. Et enfin, on conclura, on aura comme un peu une liste de recommandations sur comment améliorer les approches pour utiliser ces courbes. Donc ça, on vous fera un petit inventaire en fin de présentation. Donc je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet à partir de maintenant si vous le voulez bien. Bon. La première question qu'on pourrait se poser, c'est comment on fait pour convaincre les gens qui prennent des décisions dans la réduction du risque d'inondation d'agir, de prendre ces décisions-là, puis de mettre en œuvre les mesures d'atténuation. Il y a plusieurs outils qui existent, évidemment, pour s'aider à prendre ces décisions-là. Par exemple, un des outils, c'est toute la modélisation hydraulique. Et on le voit là, dans l'utilisation, dans la production des cartes de zones inondables, comment ces modèles-là sont importants justement pour arriver avec une certaine précision. Donc, ça, c'est un des outils. On peut certainement penser aussi comme outil à des plans de communication, parce qu'on sait très bien que la mise en œuvre de mesures d'atténuation nécessitent souvent l'acceptabilité sociale. On a aussi besoin de faire un gros travail en termes de, appelons ça, culture de risque là, ou de sensibilisation de la population. Donc ça, c'est un outil également. Forcément, des plans d'aménagement de territoire là, qui tiennent compte du risque, ce sont d'autres outils. Puis il existe aussi un outil qui s'appelle les analyses coût-avantage. Et ces analyses coût-avantage-là sont fondamentaux dans la manière dont on va évaluer le risque, puis dans la manière dont on va déterminer les mesures d'atténuation. Et ce qu'on cherche à faire avec des analyses coût-avantage, c'est de mesurer le bénéfice qu'une mesure va avoir. Et ce bénéfice-là est mesuré contre les dommages qu'on voudrait éviter
en mettant en place cette mesure-là. Et c'est assez, on pourrait dire que c'est assez facile, là, ou assez, ouais, assez facile, je pense que c'est le bon terme, de calculer une mesure d'atténuation. Je vais prendre un exemple facile. Si on décide de construire une digue, par exemple, ben, c'est assez facile de calculer combien elle coûte la digue. Là où c'est beaucoup plus, je dirais, sensible, c'est de calculer les dommages évités par le fait qu'on vient installer une digue. Et c'est exactement le cœur de notre propos. Quand on se dit, est-ce que c'est facile de calculer ces dommages-là? Non, c'est pas facile. Et on va justement vous expliquer là, comment on est arrivé à certains résultats. Donc ça, dans le cadre du projet, on avait comme différents objectifs. Là, à l'écran, vous en voyez quatre. Donc le premier, c'était vraiment de travailler à estimer des dommages potentiels directs en cas d'inondation par débordement de cours d'eau. Donc pourquoi est-ce qu'on dit des dommages potentiels? C'est que dans le fond, en fait, on utilise des simulations d'inondation, donc qui nous sont données par la CMM. Puis sur la base de ces simulations-là, on va faire des estimations de dommages. Donc des dommages directs, ça veut dire vraiment les dommages qui sont portés à la structure des bâtiments et à leur contenu. On ne considère pas ici les dommages qui sont indirects. Puis le deuxième objectif, c'était de venir valider les calculs de l'estimation des Mhm. dommages. Donc comme ça, on l'a précisé en introduction, à l'origine, Bernard et moi, on avait travaillé sur deux approches de calcul différentes. Puis quand on s'est rencontrés, on a mis côte à côte nos résultats, puis il y avait comme une différence quand même assez significative. Mhm. Donc on a essayé de comprendre d'où venaient nos écarts et comment les expliquer. Puis on a vu que c'était essentiellement dû aux hypothèses qu'on avait posées à l'origine. Donc on a travaillé ensemble pour bonifier Mhm. et arrimer ces hypothèses. Ouais. Puis je vends un peu le punch de la conclusion, mais une fois qu'on a arrimé nos hypothèses, avec nos deux approches de calcul différentes, on est arrivé sur des estimations qui étaient comme très proches. Donc on vous présentera ça par la suite. Puis le troisième point, c'était aussi d'identifier les limitations quant à l'utilisation des courbes de dommages. Donc ça aussi, on viendra peut-être plus en détail dans la suite de la présentation. Et la finalité aussi, l'objectif pardon, de ce projet, c'est de venir pour formuler des recommandations. Parce que vraiment, le fil rouge dans la présentation, et Bernard, tu l'as dit, c'est vraiment on cherche à améliorer l'estimé des coûts des dommages évités. Donc ça, c'est de façon à, on va dire, crédibiliser les analyses coûts-avantages qui vont servir aux décideurs pour mieux planifier le territoire face au risque d'inondation. Donc c'est principalement nos quatre principaux objectifs pour le projet. C'est ça, je pense qu'on peut passer à la suite. Oui. Bon, une courbe de dommages ou des courbes de dommages, c'est quoi? En fait, dans la littérature, il existe deux grandes familles, puis là, on résume ou on simplifie beaucoup, là, mais il existe deux grandes familles de courbes de dommages. La première famille de courbes de dommages, c'est basé sur le jugement d'experts quant à la vulnérabilité d'un bâtiment. Donc, on demande à des experts tel type de bâtiment pourrait subir quel type de dommages en fonction de certaines conditions. Donc, ça demeure le jugement des experts sur la vulnérabilité. L'autre famille de courbes de dommages, ce sont des courbes de dommages qui sont basées sur des données empiriques. Donc, ça veut dire quoi, des données empiriques? Ça veut dire des données qui proviennent d'indemnisation. Donc, on a collecté cette information-là et on va construire à partir de l'information d'indemnisation des courbes de dommages. Dans le cas des courbes de dommages, spécifiquement de Doyon et Jean, et j'en profite pour saluer la présence de C'est vrai. Bernard Doyon avec nous, qui est le grand penseur de ces courbes-là. Donc, la façon dont on construit ces courbes-là, c'est qu'on prend des données d'indemnisation. Dans le cas de Doyon et Jean, on a pris les données d'indemnisation des inondations du Richelieu. Et on établit une relation entre la hauteur de submersion, on va revenir à ça, la hauteur de submersion et le taux d'endommagement. Et comment on détermine chaque taux d'endommagement? C'est en prenant tout simplement le ratio entre les indemnisations. Dans le cas des données du Richelieu, on avait des données agrégées. Donc, on prend l'ensemble des indemnisations qu'on vient corriger un peu et qu'on met ça sur la valeur au rôle du bâtiment, valeur au rôle municipal du bâtiment, ce qui nous donne un taux d'endommagement pour ce cas-là. OK? Et avec la série de cas qu'on a, on réussit à créer ce qu'on appelle des courbes d'endommagement. Je voudrais faire un point ici sur ces courbes-là. Les courbes de Doyon et Jean font partie d'un processus d'évolution
À ma connaissance, et là peut-être que mon ami Michel Leclerc pourra me corriger tantôt à la période de questions, mais à ma connaissance, les premiers sets de courbes de dommages québécoises datent des inondations du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où Michel a produit avec d'autres auteurs une série de courbes de dommages. Ensuite de ça, il y a eu aussi Bonifay qui a créé, à partir de d'autres données, de données, je crois, des îles de Sorel, de Châteauguay, puis une partie des données du Saguenay, une série de 6 courbes de dommages. Et ce qui différencie les courbes de Doyon et Jean par rapport aux courbes précédentes, notamment par rapport aux courbes de Bonifay, c'est que dans le cas de Doyon et Jean, ils se sont aperçus qu'on pouvait discriminer des dommages entre des bâtiments qui sont situés dans des zones desservies par les réseaux d'aqueducs municipaux par rapport à des bâtiments qui sont situés dans des zones qui sont non desservies par les services municipaux, donc qui ont des puits artésiens, etc. Et on a observé que les données qu'on avait, en fait, les données que Doyon et Jean avaient, ils ont observé qu'on pouvait vraiment faire une différence entre le taux d'endommagement de ces bâtiments-là versus les autres. C'est vraiment une avancée là, en termes d'informations additionnelles. Donc, ça rend l'outil des courbes de dommages encore plus précises, là, malgré certaines imprécisions qu'on va discuter tantôt. Je pense que c'est pas mal ça que je voulais discuter là, pour les courbes de dommages. Ça explique là, comment ça fonctionne dans le fond. Puis, toujours pour expliquer sur comment ça fonctionne, là, ça, vous voyez à l'écran un exemple de deux courbes de dommages donc, qui ont été développées par Monsieur Doyon et Madame Jean principalement. Donc là, c'est vraiment deux courbes qui sont spécifiques pour une résidence à un étage et avec un sous-sol fini. Donc, ça, sous-sol fini, ça veut dire que c'est un sous-sol qui serait comme habitable, qui a vraiment des pièces de vie, comme il pourrait y avoir un logement dans ce sous-sol. Donc, il y a vraiment une forte valeur d'exposition qui se trouve dans ce sous-sol. Puis vous voyez sur le graphique donc, qui est à droite de votre écran, il y a comme deux courbes. Une courbe pour les logements, pour les bâtiments qui seraient desservis et une pour les bâtiments qui seraient non desservis. Donc ça, comme expliquait Bernard, c'est lié à la connexion aux infrastructures municipales. Donc comment est-ce qu'il faut lire cette courbe? Vous voyez sur l'axe horizontal en bas, je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran, mais l'axe horizontal en bas, oui, parfait, correspond finalement à la profondeur de submersion. Et cette profondeur de submersion est calculée par rapport à la hauteur du rez-de-chaussée. Donc sur le schéma à gauche, ça, on voit que la hauteur du rez-de-chaussée correspond au niveau zéro. Ouais, Puis ensuite, pour un certain niveau d'eau donné, on va pouvoir calculer cette hauteur de submersion. Et c'est ça qui va nous permettre de définir un taux d'endommagement pour un bâtiment. Donc là, par exemple, admettons, si je me réfère à la taille du monsieur qui est sur le schéma, on peut attendre une profondeur de submersion d'à peu près 60 centimètres. Donc là, si on lit sur la courbe, puis si on voit que c'est un bâtiment qui est desservi, on aurait approximativement, je pense, si on lit à peu près comme ouais, ici, là. 60, Ouais, 60. 60, ouais, c'est ça, Oui, c'est plus ici, là, 60. Là. exact. Ouais, à De, peu près ici. de, Ouais. de l'autre côté, je pense. Mais Ah oui, oui, ça, si on prend 60 60 en haut du en rez-de-chaussée. haut du Oui, oui, rez-de-chaussée, on oui, serait tout à aux fait. alentours Ouais, de c'est ça. Ouais, c'est ça. 60-70 Ouais, ouais. taux d'endommagement. Ouais. Donc c'est à peu près comme ça qu'on utilise une courbe. Puis ces courbes que vous voyez ici, ça fait partie du jeu de 12 courbes dont parlait Bernard. Puis juste ça pour un peu, mais je parle avec réserve des personnes qui sont dans la salle et notamment de Michel Leclerc et Bernard Doyon. Mais à ma connaissance, ces courbes sont vraiment faites sur la base de données réelles d'indemnisation. Donc c'est les indemnisations qui ont été versées par le MSP, Ouais. donc le ministère de la Sécurité publique, à la suite des inondations du Richelieu en 2011. En fait, pour chaque bâtiment sinistré, il y avait comme la connaissance de la hauteur de submersion et de la valeur de l'indemnisation. Puis à partir de ça, il y a des points qui ont été placés sur le graphique que vous voyez ici. Puis ensuite, il y a une loi d'ajustement, donc c'est une formule mathématique qui a permis de tracer cette courbe pour, c'est ça, pour avoir une référence pour chaque hauteur de submersion, connaître un taux d'endommagement. Mhm. Puis il me semble que dans les données d'indemnisation qu'on a eues en 2011, il y avait un manque de cas de sinistres où la hauteur de submersion dépassait la hauteur du rez-de-chaussée. Donc c'est pour ça que la loi d'ajustement a permis d'avoir cette courbe continue. Puis c'est aussi une loi qui est paramétrée, donc de façon à ce que les taux estimés soient le plus possible proches des taux qui ont été vraiment constatés pendant les inondations de 2011. Donc il faut voir ces courbes comme des courbes qui traduisent un niveau de dommage moyen pour un bâtiment. Puis si on regarde sur la planche suivante, on voit un autre jeu de courbes.
Donc c'est toujours pour une résidence avec un étage et avec un sous-sol. Sauf que les graphiques qui sont à gauche ici, ça correspond à un sous-sol qui est non fini. Donc ça veut dire qu'il serait comme non habitable, puis il y aurait moins de valeur ajoutée qui serait exposée par rapport à un sous-sol fini. Donc c'est pour ça quand on regarde quand le sous-sol est inondé, on voit que le taux d'endommagement est plus fort pour le sous-sol fini que le sous-sol non fini. Donc ça s'explique Oui, par c'est ça. l'utilisation qu'on fait Il faut, du sous-sol. ouais. Je sais pas si tu avais des ajouts à proposer, Ben, mais peut-être ouais. juste rappeler qu'effectivement, ce qui est une des difficultés qu'on a avec les courbes de dommages existantes, c'est que la majorité, la grande majorité, là, puis on parle de 80% et plus, des dommages sont causés sous le rez-de-chaussée. Mhm. Donc, c'est certain que quand on veut paramétrer une courbe pour tous les dommages en haut du rez-de-chaussée, on est un petit peu plus dans la variabilité, là, parce qu'on est obligé de faire des projections puis des ajustements avec des lois de distribution. Fait que c'est certain que la courbe, selon nous, les courbes sont beaucoup plus précises quand c'est des dommages sous le rez-de-chaussée parce qu'on a un nuage de points beaucoup plus serré, beaucoup plus important pour être capable de tracer nos courbes. Fait que c'est ça, c'est un des éléments sur lesquels éventuellement va falloir réfléchir, comment on peut ajuster ces courbes-là différemment si c'est nécessaire de le Puis ce qui est faire. intéressant aussi, peut-être en arrière-plan, c'est que dès qu'on franchit le plancher du rez-de-chaussée, ou du moins les solives du rez-de-chaussée, donc on est à peu près à moins Moins 30 zéro, c'est centimètres, ouais. ça, par rapport au niveau zéro. On voit vraiment que les dommages, c'est là où ça comme augmente brusquement. Ouais. Donc c'est vraiment très intéressant ce mouvement de courbe qui diffère vraiment dès qu'on franchit la hauteur du rez-de-chaussée. Ouais. Bon, pour faire nos calculs, on a utilisé des données. On a appelé ça des matières premières. Et il y a une série de matières premières. On va les regarder rapidement. Le premier, ça traite aux caractéristiques du bâtiment. On a vu avec les courbes de dommages qu'on utilise comme caractéristique, c'est le nombre d'étages, un ou deux étages, et la présence, l'absence de sous-sol, et également le fait que le sous-sol soit fini ou pas fini. Mais dans les jeux de données qu'on a, ces informations-là ne sont pas toujours très claires, des fois sont incomplètes. Donc, il faut faire un certain ménage dans les données. Puis je donne un exemple un peu simpliste, mais ces courbes de dommages-là qu'on utilise s'appliquent à des bâtiments résidentiels, appelons ça standard, là, de un ou deux étages, généralement construits en bois. Donc, quand on reçoit le jeu de données, on va se retrouver aussi avec des bâtiments en béton, des immeubles de grande hauteur, tout en béton. Évidemment, les courbes ne s'appliquent pas à ce genre de bâtiment-là. On reçoit le jeu de données, on fait du ménage là-dedans, on complète les champs manquants, et lorsque les champs manquants, on n'est pas capable de les compléter, on émet des hypothèses. Puis un des exemples d'hypothèses que je voudrais souligner ici par rapport au bâtiment, c'est la présence ou l'absence de sous-sol et la proportion de sous-sol fini. Ça, on n'a pas ça dans les jeux de données. Donc, on est obligé de poser des hypothèses. On s'appuie évidemment sur la littérature là, pour poser des hypothèses, mais dans notre cas, par exemple, on a décidé que 18% des bâtiments de l'échantillon qu'on va vous présenter tout de suite après euh, n'ont pas de sous-sol, alors que 57% des sous-sols existants sont finis, par exemple. Mais ça, j'allais dire c'est arbitraire. Oui, c'est arbitraire, même si c'est basé sur de la littérature. Puis quand on est allé voir sur le terrain, Foucault et moi, on s'est bien aperçu que ces pourcentages-là, ce n'étaient pas des pourcentages réels. Mm. Il aurait fallu réajuster nos données pour refaire le travail. Donc ça, c'est un élément de la matière première et super important. L'autre élément dans les données qu'on reçoit, c'est qu'on reçoit des profondeurs de submersion, mais on reçoit des intervalles de submersion. Je donne un exemple. Pour un bâtiment donné, les données qu'on reçoit vont nous dire, OK, la hauteur d'eau pour ce bâtiment-là va varier de 0 à 15 centimètres, par exemple. Bien, nous, dans les choix qu'on a faits, on a décidé d'utiliser l'intervalle supérieur. Donc, on a assumé que tous les bâtiments qui étaient entre 0 et 15 étaient à 15. OK? Fait que c'est un choix qu'on fait quand on fait le calcul des dommages. C'est une approche ça, conservatrice, puis Oui, l'aspect conservateur, on a décidé de la garder vraiment tout du long du processus aussi oui, d'analyse. exactement. Ensuite de ça, il y a la fameuse valeur du bâtiment. Là, présentement, nous, on utilise la valeur au rôle du bâtiment pour faire nos calculs, comme dans le cas
de Doyon-Jean là, lorsqu'ils ont bâti les courbes, mais on pourrait avoir beaucoup de discussions sur la pertinence d'utiliser une valeur au rôle pour différentes raisons. Et d'ailleurs, Michel Leclerc et moi, on est en train de réfléchir là-dessus, puis on espère de pouvoir produire quelque chose éventuellement. Mais c'est important de considérer ça parce que, dépendamment de la littérature aussi, il y a des gens qui sont pro-valeur au rôle, puis d'autres qui sont plutôt pro-valeur de coût de remplacement, qui serait peut-être plus pertinent d'utiliser. Mais là, dans notre cas, on a décidé d'utiliser la valeur au rôle et pas n'importe laquelle, la valeur au rôle de 2023, parce qu'on sait que ces valeurs-là vont être modifiées dans le temps. Après ça, on a pris comme hypothèse, celle-là était plus facile, de tout mettre nos bâtiments de l'échantillon dans une zone qu'on a appelée desservie. Donc, on n'a pas utilisé les 6 courbes de Doyon-Jean pour faire les calculs qui sont pour les zones non desservies. On a utilisé seulement que le set de 6 courbes. Et le dernier élément de données, qui est aussi super important, comme Foucault vient de le présenter, évidemment, la hauteur d'eau est par rapport à la hauteur des rez-de-chaussée. Fait que, comme on n'a pas ces données-là au rôle d'évaluation, puis dans les données qu'on a reçues, on est obligé de poser des hypothèses. Hypothèse aussi qu'on est allé valider puis qu'on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait ça. Mais on a posé l'hypothèse, encore une fois basée sur de la littérature, qu'une maison sans sous-sol, son rez-de-chaussée est à 0,15 mètres et qu'une maison avec un sous-sol, son rez-de-chaussée est à 0,80 mètres. Évidemment, sur le terrain, on est allé en voir, il y en a qui c'était à 1,5 mètres, les sous-sols, et d'autres à 30 centimètres. Fait qu'on pose ces hypothèses-là et c'est ça qui nous permet, et d'ailleurs, c'est ça qui explique pourquoi on est arrivé à des résultats très différents au départ, c'est qu'on n'avait pas posé les mêmes hypothèses. Fait que c'est un aspect, je dirais, scientifique super important de s'entendre puis de bien documenter les hypothèses qu'on pose. C'est ça qui va faire que nos résultats vont être un peu plus crédibles. Puis la façon aussi dont on a fait les calculs, ce qui est bien, c'est qu'on peut comme changer aussi les paramètres facilement Ouais. pour voir l'impact que ça peut avoir. Donc on peut imaginer qu'on peut réélever certains planchers, en abaisser d'autres, puis changer les hypothèses, puis voir l'impact et la variation que ça peut avoir sur l'estimé des dommages. Donc Oui. sa petite précision à ce sujet. Oui, super. Oui. Puis donc ça, en termes de méthodologie, on avait comme 3 principales approches. Donc la première approche, enfin pardon, 3 principales étapes. Ouais. Puis la première étape, c'était vraiment la préparation des données. Donc comme vient de dire Bernard, on a posé comme différentes hypothèses. Puis parfois, on manquait d'informations, donc notamment sur la présence de sous-sol, le nombre d'étages ou la hauteur des rez-de-chaussée. Donc c'est à ce moment-là, dans cette phase de préparation des données, qu'on vient poser nos hypothèses pour continuer la suite de la méthodologie. Puis, en deuxième étape, on vient calculer les taux d'endommagement pour chacun des bâtiments qu'on avait. On avait un échantillon, je crois, de 4000 bâtiments à peu près. Ouais. Donc, ça veut dire que pour chacun de ces 4000 bâtiments, on vient relever la hauteur de submersion. On vient identifier la bonne courbe qui s'appliquerait à chacun des bâtiments. Puis, donc, comme on l'a montré précédemment, avec ces courbes, on va pouvoir estimer un taux d'endommagement pour chacun des bâtiments. Et ensuite, on vient estimer le taux de dommages événementiels pour les bâtiments. Donc ça, on prend la valeur du bâtiment, donc en l'occurrence ici la valeur au rôle, et on vient la multiplier par le taux d'endommagement. Ouais, parfait. Puis avec cette multiplication du taux d'endommagement et de la valeur au rôle, on est capable d'avoir un estimé du coût de dommage. Puis ces calculs-là, on les a faits pour différentes récurrences. Vous pouvez le voir comme différentes simulations d'inondation. Donc par exemple, la récurrence 2 ans, 20 ans, 100 ans et 350 ans. Donc, on a itéré 4 fois les calculs. Puis, on a aussi calculé des probabilités d'intervalle, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, la probabilité d'intervalle, ce serait la probabilité qu'une inondation puisse se produire avec une magnitude comprise entre 2 périodes de retour, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Puis, ce qu'on voit, c'est que souvent, les inondations avec une grande période de retour ou avec une faible probabilité, c'est elles qui vont engendrer les plus grandes profondeurs de submersion et qui, par conséquent, vont générer le plus de dommages. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la fréquence des inondations serait aussi comme inversement proportionnelle à la hauteur de submersion. Les inondations moins fréquentes vont engendrer plus de profondeur de submersion, puis à l'inverse, l'inverse est aussi vrai. Donc, une fois qu'on a fait cette étape 2, à l'étape 3, on vient calculer ce qu'on appelle ici le dommage annualisé moyen. Ça veut dire à chaque année, à combien pourraient coûter les inondations. Donc pour ça, c'est simplement la formule qui est écrite ici, c'est on fait la somme des produits entre les probabilités d'intervalle et avec le coût événementiel qui est généré dans cet intervalle-là.
Puis peut-être pour finir aussi, à l'étape 2, on a dit qu'on allait faire les calculs pour chacun des bâtiments. Mais ça, comme les courbes ont une certaine variabilité, c'est pas pertinent de communiquer des estimés à l'échelle individuelle des bâtiments. Faut vraiment communiquer à une échelle de bâtiments avec un large échantillon, Mhm. de façon à ce que ce qu'on a pu sous-estimer pour certains bâtiments puisse se compenser avec ce qu'on a pu surestimer pour certains bâtiments. Donc ça, on travaille sur des échelles d'échantillons de bâtiments qui sont assez larges pour essayer de pallier justement cette variabilité-là. On arrive aux résultats qu'on a appelés préliminaires, puis on va expliquer pourquoi. Dans le tableau que vous voyez ici, on a trois échantillons, donc trois régions différentes, qui totalisent 15 000 bâtiments, le 15 123 bâtiments. Et quand on regarde la colonne nombre de bâtiments exposés, on se rend compte que sur ces 15 000 bâtiments-là, sur trois territoires différents, trois régions différentes, il y en a 4 300 qui sont exposés aux inondations, ce qui donne un taux d'exposition de 29. On va se concentrer plus sur la région 3 parce que peut-être plus illustrative d'une problématique, mais on voit que cette région-là, 2400 bâtiments, puis essentiellement 2400 bâtiments qui sont exposés. Donc, on a un taux d'exposition des bâtiments pratiquement de 100 là, 97. Et c'est intéressant selon nous, c'est intéressant de produire un tableau semblable parce qu'on pourrait s'imaginer de faire cette liste-là pour l'ensemble des municipalités du Québec, puis se dire, OK, celle-là, on devrait la prioriser parce que c'est là que notre taux d'endommagement ou notre exposition est la plus élevée. Et c'est sûr qu'une région ou un territoire ou un quartier qui serait exposé à 97 bien, les mesures d'atténuation qu'on va proposer pour ce territoire-là vont être probablement très différents d'une région où son taux d'exposition est à 5. En tout cas, il y a certainement moins d'urgence d'agir quand c'est 5 que quand c'est 97. Fait que, on trouvait ça intéressant de présenter cette illustration-là en, en nous permettant de prioriser certains éléments, certaines régions, et en même temps de prioriser certaines mesures d'atténuation. L'autre élément qui est intéressant de regarder, c'est que si on regarde, par exemple, pour la région 3, dans la période de 2 ans, donc une probabilité d'occurrence une fois à tous les 2 ans, 50 là, on s'aperçoit que le dommage événementiel on s'aperçoit que le dommage événementiel pour cet événement-là, pour 2 ans, est de 2,4 millions. Donc, à chaque fois qu'une inondation à la hauteur d'eau équivalente à 2 ans survient, bien, on va avoir 2,4 millions de dommages. Si on voit à l'autre extrême, puis on regarde la colonne 350 ans, on s'aperçoit que ce même événement-là, 350 ans, donc avec une hauteur d'eau plus élevée, causerait des dommages de quasi 260 millions. Okay? Bon, on est d'accord, comme il faut l'expliquer tantôt, que cet événement-là de 350 ans est beaucoup moins fréquent qu'un événement de 2 ans. Fait que quand on veut calculer le coût annualisé moyen pour la région 3, par exemple, on prend les probabilités de dépassement de ces hauteurs d'eau-là pour chacune des périodes, on les multiplie par les probabilités et on les additionne, et c'est ce qui nous donne le 36 millions que vous voyez là. Okay? On répète ici que ce sont des résultats préliminaires. Et préliminaires, pourquoi? Un, parce qu'on a utilisé une approche très conservatrice. On l'a dit tantôt, là, on a utilisé la hauteur d'eau la plus élevée de chaque intervalle. On a également utilisé la probabilité la plus élevée de chaque période. Fait que si on devait refaire ces calculs-là, ça sera partie des recommandations tantôt, si on devait refaire ces calculs-là, bon, on le ferait avec des intervalles. Donc, on prendrait, par exemple, les hauteurs d'eau, les intervalles les plus faibles, puis on prendrait les probabilités les plus faibles, puis on arriverait au lieu de 36 millions à je ne sais pas quoi, là, je dis n'importe quoi, prenez-moi pas au mot, mais peut-être qu'on arriverait à 12 millions. Fait qu'on sait que les dommages, quand on regarde d'un point de vue de dommages annualisés moyens, puis qu'on met ça dans une analyse coût-avantage, bon, on sait que les dommages pourraient être entre, par exemple, 12 et 36 millions. Et ça nous aide à prendre des décisions parce que jamais
Et peu importe toutes les énergies que Doyon-Jean ont mis dans la qualité de la construction des courbes de dommages, il va toujours avoir beaucoup de variabilité. Un, parce que ce ne sont pas les mêmes maisons, ce pas les mêmes inondations, ce n'est pas le même contexte de terrain, etc. Fait que cet outil-là nous donne un ordre de grandeur et c'est pour ça qu'éventuellement, il faut travailler avec des intervalles plutôt que de dire non, non, monsieur le maire, là, ta municipalité est exposée à 36 millions, ça ne marche pas. Là. Tu sais, faut travailler avec des intervalles de valeur pour être un petit peu plus crédible là, dans notre approche. Est-ce que je pense que c'est pas mal ça Oui, qu'on oui, voulait dire je sur pense, ouais. cet Puis examen? je peux continuer sur les limitations si tu veux. Oui, oui. Ça, je vais rajouter encore d'autres limitations par rapport à ce qu'a dit Bernard. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le taux d'endommagement, on le calcule avec deux données principales, la valeur d'indemnisation et la valeur au rôle. Donc, c'est une division entre les deux, en fait. Puis, dans chacune de ces valeurs, indemnisation et valeur au rôle, il y a comme des limitations à l'intérieur. Donc, souvent, on dit que les valeurs d'indemnisation, donc c'est les indemnisations qui sont versées par le MSP, c'est des données qui sont comme incomplètes et agrégées. Mhm. Donc ça, Bernard, n'hésite pas à compléter si je dis des bêtises, mais ça, on dit que c'est des données incomplètes parce qu'en fait, elles couvrent vraiment les dommages qui sont admissibles par les programmes de financement. Donc c'est-à-dire qu'il y a des dommages qui sont comme pas admissibles, mais pourtant il y a quand même des dommages ou des sinistres qui peuvent être répertoriés chez l'habitant. Donc ça peut concerner des éléments de structure, de biens ou d'aménagement environnant le bâtiment. Donc c'est la première chose. Puis il y a aussi des assurances privées qui peuvent entrer en jeu dans les indemnisations. Donc, c'est pas couvert, enfin, c'est pas capté par les valeurs d'indemnisation que Ouais. communique le MSP pour faire les courbes. Puis aussi, le sinistré, souvent, comme la durée pour lesquelles les indemnisations vont être versées peuvent être très longues, le sinistré peut par lui-même prendre l'initiative de faire des rénovations. Donc, ça aussi, c'est pas capté par les valeurs d'indemnisation. Puis, pour finir là sur cette donnée d'indemnisation, il y a aussi toujours un peu une évaluation subjective qui est faite Mhm. dans le traitement des dossiers. Puis, donc ça, c'est la première valeur. Puis ensuite, la seconde valeur, c'est la valeur au rôle. Donc, comme le mentionnait Bernard, il y a un peu une question de est-ce qu'on prend la valeur au rôle ou est-ce qu'on prend la valeur de remplacement. Donc, la valeur de remplacement, il faut la voir comme la valeur un peu de reconstruction à neuf du bâtiment. Alors que ça, sans être expert en rôle d'évaluation foncière, mais la valeur au rôle, je pense, c'est assujetti au marché puis aux transactions immobilières. Mhm. Donc potentiellement, ça peut ne pas refléter réellement la valeur de remplacement selon le contexte. Donc nous, on a pris les valeurs au rôle parce que c'est les données qu'on avait. Mais potentiellement, ça pourrait être intéressant d'avoir une approche alternative avec des valeurs de remplacement. Ensuite, le troisième point que vous voyez ici, et la troisième limitation, c'est les données limitées sur les caractéristiques des bâtiments. Donc si je reprends les cours d'endommagement, ça prend comme des données précises, connaître vraiment Mhm. précisément la hauteur du plancher du rez-de-chaussée, savoir si le bâtiment a un sous-sol, puis comment est-ce que ce sous-sol, est-ce qu'il est fini ou non fini. Puis dans la réalité, il faudrait vraiment qu'il y ait comme des arpentages, ça veut dire des gens qui aillent sur le terrain pour faire ces mesures précises-là. Nous, on n'avait pas ça, donc on a posé des hypothèses, mais si on veut vraiment comme consolider notre estimé de Ouais. coût des dommages, ce serait important d'avoir des données qui sont comme plus qualitatives à ce niveau-ci. Puis l'autre point, c'est que les courbes sont vraiment spécifiques à une région donnée. Ça veut dire que selon la région, c'est pas forcément les mêmes codes de bâtiment, c'est pas forcément les mêmes types d'aléas, d'inondations, les matériaux utilisés sont pas forcément les mêmes, le coût des matériaux, le coût de réparation, la main-d'œuvre sont pas forcément les mêmes. Donc c'est pour ça que des courbes développées dans l'État de New York peuvent pas être transposées ici. Ouais. Puis les courbes qu'on a utilisées sont des courbes qui sont basées sur des indemnisations versées dans la vallée du Richelieu. Puis si on travaille au Québec, ailleurs au Québec, il faudrait se poser la question, est-ce qu'on peut toujours transposer ces courbes comme on fait? Mhm. Puis l'avant-dernier point, c'est l'absence de modélisation pour les inondations pluviales. Donc ça, à la Ouais. CMM, on commence à travailler fort sur cette question des inondations pluviales. Ouais. Mais dans le cadre de ce projet, on a vraiment considéré les débordements de cours d'eau, donc à savoir le niveau de l'eau d'un lac ou d'une rivière qui monte, ce phénomène de crue. Mais on n'a pas capté tout ce qui était débordement ou refoulement des réseaux. Et le dernier point, c'est qu'il y aurait d'autres facteurs contributifs qui n'ont pas été considérés ici, mais la liste est longue, qu'on pourrait intégrer pour bonifier notre approche. Je pense que ça, tu pourrais nous en préciser quelques-uns Oui, sur oui. le... Avant de passer aux autres facteurs, j'aimerais juste revenir sur la valeur au rôle. On a fait un travail d'enquête auprès d'une quarantaine d'experts, de 45 experts, et dans le cadre de cette enquête-là, on leur a posé la question si on devait considérer une valeur, quel serait le coefficient multiplicateur
du rôle d'évaluation municipale pour l'amener à quelque chose d'équivalent au coût de remplacement. Puis les réponses qu'on a eues, autant la moyenne là, des répondants que la médiane, ça tourne autour de 150%. Donc, dans le contexte de cette étude-là qui était faite en 2022, là, les rôles d'évaluation ont beaucoup augmenté depuis, mais dans le contexte de ça, les experts nous disaient, ben, si tu veux vraiment utiliser la valeur de remplacement, il faudrait multiplier ta valeur au rôle de 150%. L'autre chose que je veux faire ici, puis je sais qu'on va être serré dans le temps, mais les courbes spécifiques à une région donnée, l'exemple que Foucault vient de donner, est très important parce que présentement, il y a beaucoup de modélisations de dommages qui sont faits basées à partir de modèles étrangers, souvent américains, là, puis ce n'est pas une critique vers les données américaines, mais c'est clair que la topographie, le type de construction, les normes, etc., fait que d'utiliser des courbes qui proviennent d'ailleurs, ça augmente encore plus la variabilité dans les résultats qu'on va obtenir. J'arrive aux facteurs contributifs. On a fait aussi des travaux auprès des mêmes experts, dans le fond, là, et on leur a dit, bon, les courbes de dommages utilisent essentiellement la hauteur de submersion comme étant la variable clé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on devrait considérer? La réponse, c'est oui. En fait, on a obtenu de la part des experts une quarantaine de facteurs contributifs en supplément de la hauteur de submersion. Ici, on vous présente les 10 principaux facteurs qui ont été identifiés par les experts, en fait priorisés par les experts. Et je vais prendre seulement qu'un exemple. Là, à la période de questions, on pourra y revenir si on a du temps. Par exemple, la durée de l'événement. C'est bien entendu que, je pense qu'on va tout être d'accord là-dessus, que si l'eau reste dans le sous-sol ou dans la maison pendant 1 heure, c'est une chose. Si ça dure 3 mois, là j'exagère un peu, mais si ça dure 3 mois, il est fort possible que le taux d'endommagement du bâtiment va être beaucoup plus élevé. C'est le genre d'informations qu'on pourrait utiliser. Là, je pourrais donner d'autres exemples sur le type de sol, l'âge du bâtiment, etc., à part de ceux-là. Donc, il y a plein d'informations qu'on pourrait utiliser pour venir raffiner nos calculs de dommages potentiels au bâtiment en tenant compte de d'autres facteurs que la hauteur de submersion. C'est le point qu'on voulait faire ici avec les autres facteurs. Puis ça, on vous parle beaucoup de limitations, mais je ne sais pas si vous vous souvenez des objectifs, mais c'est vraiment d'identifier des pistes pour améliorer finalement les approches qu'on peut faire avec les courbes que l'on a à disposition. Puis le point qui est vraiment important, vraiment le premier, c'est que plus les données qu'on utilise sont précises, mieux on va réduire l'incertitude. Mhm. Puis ces données-là concernent bien évidemment les données sur le bâtiment, on l'a mentionné. Donc c'est ça, les données du bâtiment nous ont aussi été fournies par la CMM, puis on va continuer de travailler à améliorer ces données-là pour avoir des données plus précises et pour améliorer l'estimé des coûts de dommages évités. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du grand tableau avec tous les dommages qu'a présenté Bernard, avec tous les coûts. Il y avait comme 4 récurrences, 2 ans, 20 ans, 100 ans, 350 ans. Mais on s'entend que ce nombre de récurrences-là n'est pas suffisant pour Mhm. calculer le dommage moyen annuel. Entre une inondation 20 ans et 100 ans, il y a quand même un gros écart. Donc, dans l'idée, ce serait que pour les prochaines analyses, il faudrait comme ajouter d'autres récurrences pour avoir une approximation plus fine du coût du dommage moyen annuel. Puis le troisième point, ça, c'est d'utiliser des données qui sont non déduites. Donc, données déduites, ça veut dire que c'est des données qu'on n'a pas, puis qu'on suppose avec des hypothèses. Mais ça prendrait vraiment, comme on mentionnait juste avant, des arpentages pour avoir des données qui soient plus précises. Quelle hauteur du rez-de-chaussée, comment est-ce qu'il est le sous-sol s'il y en a un, puis aussi d'autres caractéristiques qui pourraient bonifier l'approche. Et puis le quatrième point, comme le disait Bernard aussi, c'est de développer des indicateurs de confiance. Donc dans le fond, on ne peut pas donner un estimé précis. En revanche, on peut comme itérer les calculs, puis on peut faire varier les hypothèses et on peut avoir comme un intervalle de dommage. Donc au lieu de donner une valeur unique qui pourrait peut-être prêter un peu à confusion pour le décideur, on pourrait lui donner plutôt un intervalle Mhm. pour baliser notre estimé. Puis, comme le mentionnait aussi Bernard, il y aurait d'autres facteurs contributifs qu'on pourrait considérer. On peut mentionner également, par exemple, l'âge du bâtiment. Peut-être que les Mhm. codes de construction n'étaient pas les mêmes. On Ouais. peut aussi s'intéresser à la nature du sol qui avoisine ce bâtiment. Donc ça, c'est des données qui nous intéressent et qu'on pourrait aussi étudier dans le cadre de ces estimés. Puis le dernier point aussi, c'est un point qui est important, c'est que potentiellement, il pourrait y avoir des ouvrages de protection sur le territoire, donc par exemple des digues.
Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer l'effet de ces digues dans nos analyses? Parce que c'est ça, les données de simulation d'inondation qu'on utilise vont à une certaine récurrence. Il faudrait s'assurer que les digues puissent protéger jusqu'à la simulation qu'on utilise pour les calculs, à quel point on peut le faire. Donc ça, c'est des données, dans le cadre de nos analyses, on n'a pas considéré s'il y avait ou non présence d'ouvrages de protection. Mais ce serait aussi un point intéressant à creuser pour améliorer justement l'approche et l'utilisation qu'on peut faire des courbes d'endommagement. Ouais, vu que tu me laissais un petit peu de temps Ouais, c'est ça. T'as vu, j'ai été vite pour revenir sur c'est les ça. facteurs contributifs, un des objectifs d'utiliser d'autres facteurs contributifs, c'est de réduire nos échantillons. Là, présentement, les courbes de dommages qu'on utilise nous donnent, tu sais, quand même un bon aperçu des dommages pour ce bloc-là. Tu sais, quand on parle de 4000 résidences, on arrive, tu sais, c'est pas la vérité, là, ce ne sera jamais la vérité, mais on arrive quand même proche d'un chiffre qui est crédible. Le problème, c'est que si on veut proposer des mesures d'atténuation à des plus petits quartiers, à des Mhm. lots, peu importe, on a besoin de raffiner comment ce bâtiment-là a été endommagé, puis qu'est-ce qu'on devrait tenir compte pour faire ce calcul-là. Fait que c'est pour ça que l'intégration des d'autres facteurs contributifs est super important. Là, je vais encore faire de la publicité pour les travaux que Michel Leclerc et moi, on est en train de faire là-dessus, parce que pour pouvoir raffiner nos, nos analyses, notre méthodologie là, de calcul, puis l'intégration de facteurs contributifs, on a besoin de données. Puis c'est avec des nouvelles données, autres que celles du Richelieu, avec de nouvelles données, qu'on va être capable de pouvoir valider nos hypothèses, puis venir préciser notre méthodologie pour justement pour intégrer ce facteur-là. C'est super important parce que on travaille présentement à une échelle très grande. L'idée, c'est de réduire cette échelle-là pour qu'on soit de plus en plus précis pour nous permettre, encore une fois, de proposer des méthodes d'atténuation qui sont spécifiques à un petit bloc Mhm. de résidence. Voilà pour la publicité. En terminant, on vient de voir que on a, Foucault et moi, on a abordé le problème de calcul du dommage. Là, on a vu tantôt le 58 millions. Là. On a abordé, on a approché ces calculs-là de manière très différente. Puis comme on l'a dit d'entrée de jeu, au départ, on avait des gros écarts. Pourquoi? Parce qu'on avait posé des hypothèses différentes, tout simplement. Puis quand on a arrimé nos hypothèses, on a refait nos calculs, puis on est arrivé sur 58 millions à 0,28, donc un tiers de 1% d'écart. Fait qu'on s'est dit, c'est probablement les arrondissements là, dans nos calculs qui fait ces écarts-là. Fait qu'on était, tu sais, dans le fond, on était content parce qu'on a développé quelque chose de chacun de notre côté. On a mis ça ensemble, puis on s'est dit, OK, là, on vient de valider quand même l'utilisation des courbes avec deux approches différentes. Puis on arrive à la même chose. Donc, ça, c'est solide, c'est bon, d'un point de vue scientifique, c'est bon. Foucault l'a souligné tantôt, puis je l'ai dit quand j'ai parlé de matières premières, plus on va avoir des données précises, plus on va être capable d'estimer les dommages. Puis les choses qui manquent présentement, c'est vraiment les sous-sols. Quel type de sous-sol on a? Y en a-tu un, y en a-tu pas? Et aussi le degré de finition des sous-sols. Et ça, ce genre d'informations-là, c'est en grande partie disponible dans les rôles d'évaluation qui ne sont pas Mhm. publics. Dans les recherches qu'on a fait, Michel et moi, on a regardé, on a trouvé quand même beaucoup d'informations. Le challenge, je dirais, c'est d'être capable d'extraire cette information-là, puis l'intégrer dans le modèle d'utilisation des courbes, là, qui serait un modèle, en guillemets, amélioré. On vous a présenté aussi quelques pistes là, d'amélioration pour réduire la variabilité. Ça, je pense qu'il faut toujours réfléchir à comment on peut justement réduire cette variabilité-là, particulièrement à l'échelle du bâtiment. Ça, je pense que c'est super important. Et le point qu'il faut retenir, je pense, en conclusion là, de la présentation, c'est qu'il faut que les analyses coût-avantage, particulièrement le petit volet qu'on voyait tantôt, coût évité là, ou dommage évité, il faut que ça soit super crédible pour qu'on soit capable de convaincre du monde d'investir dans des mesures d'atténuation. C'est vrai au niveau du gouvernement du Québec, ce serait vrai au niveau de la municipalité, mais ça serait vrai aussi au niveau du bâtiment lui-même. Fait que si on est capable de démontrer ça,
bien forcément, on va avoir tu sais, une longueur d'avance pour convaincre les gens que c'est la bonne chose à faire. Et pour répondre à la question de départ, c'est-tu un art ou une science? On pense que c'est une science, mais on voit que l'utilisation des courbes de dommages a toujours une petite composante que j'ai appelée artistique, là, qu'on a appelée artistique, parce que ça va dépendre beaucoup des hypothèses qu'on va poser, et ça va dépendre de la qualité des données qu'on va avoir pour pouvoir faire nos évaluations. Fait que je pense que ça conclut Mm. ce qu'on voulait vous présenter. On va arrêter le partage, je pense, puis on va prendre les questions là, ou les commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation. C'était super intéressant. Donc, je vais ouvrir la possibilité aux gens de poser des questions. Vous pouvez soit lever la main si vous voulez les poser de vive voix ou les mettre dans le chat, puis je vais les lire sans problème. Donc, pour le moment, j'ai déjà un commentaire qui a été écrit où on dit il n'aurait pas été plus conservateur de fixer le niveau du rez-de-chaussée plus bas en cas de doute par rapport aux données brutes, par exemple seuil inférieur de la plage au lieu de la limite supérieure, afin de considérer une inondation ou submersion plus rapide ou fréquente. Oui, Ben, oui. la réponse, c'est oui, Mm. mais tu sais, c'est ça qu'on a essayé d'expliquer là, à travers la présentation. On fait des choix. Puis là, on vous a montré une valeur, appelons ça une valeur maximale, là. Puis il reste beaucoup de travail d'analyse à faire pour faire différents scénarios, puis choisir quelque chose qui nous apparaît crédible. Fait que la réponse, c'est oui, là. Tu sais, on peut jouer à l'infini sur, par exemple, la hauteur de rez-de-chaussée. Par contre, puis ça, c'est vraiment pas scientifique, mais je l'ai dit tantôt, Foucault, au moins, est allé se promener dans ces territoires-là. On est allé prendre des photos, on est allé faire des mesures de sous-sol, puis on s'est aperçu que 0,8, c'est probablement une bonne moyenne. OK? Puis ça, c'est vraiment pas scientifique. Là, on avait quoi, 50 ou Ouais, c'est 60 le vrai. cas, là, tu sais, Mm. on n'a pas 4000, là. Mais ça nous donne quand même une bonne idée. Fait qu'on s'est dit, comme dans la littérature, il suggère d'utiliser 0,8, bon, on s'est appuyé sur quelque chose qu'on peut défendre. Je ne dis pas que c'est le bon chiffre, mais au moins, on s'est appuyé sur quelque chose tu sais, de concret. Mhm. Mais la réponse, c'est oui. Oui, on aurait pu faire ça autrement. Dans l'idéal, ce serait encore une fois des vraies données qui seraient arpentées sur le terrain. Oui, Puis on a essayé de faire la méthode de façon à ce qu'elle soit assez souple pour que justement on puisse s'amuser à changer les données. Donc ça peut être une première approximation qu'on fait, mais si après on a l'acquisition de données qui sont vraiment plus précises, on pourra rechanger les données en oui, intrant puis refaire tourner les calculs. oui, tout Donc à c'est fait. ça. J'ai deux mains levées ici. Je vais y aller avec la première dans mon écran. Donc, Michel Leclerc, vous pouvez vous unmuter pour pouvoir prendre la parole. Et on veut voir tes yeux aussi, Michel. Oui, vous pouvez ouvrir la caméra aussi. C'est bon. Alors, j'ai été interpellé une couple de fois là, par Bernard pendant la. C'est sûr qu'on travaille fort. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être dites, qui ne sont pas dites parce qu'on n'est pas rendu encore à les dire. Mais moi, j'ai quelques points que je veux juste soulever sans trop discuter, là. Il y a un des outils qui est probablement le plus fondamental qu'on doit utiliser, c'est l'analyse fréquentielle. Parce que Oui, les modèles hydrauliques, ça va, ça dit le niveau d'eau qui peut être atteint, etc. Mais la probabilité de l'événement, ça, c'est important. Puis on se rend compte que pour traiter, par exemple, la question de la dérive du climat ou des phénomènes de crue, ben, il faut être capable de dire, bon, historiquement, c'était quoi les probabilités, maintenant, c'est combien, puis dans le futur, ça va être combien. Puis on peut être, à ce moment-là, peut-être avoir un regard un peu plus à long terme sur l'évolution du risque, oui, puisque l'analyse fréquentielle pondère la conséquence. D'autre part, il y a toute la question aussi de l'intégration de la courbe de risque. Là, actuellement, on travaille avec des récurrences, 2 ans, 2 ans, 100 ans, 20 ans. Puis ça, c'est sûr que c'est pas assez. Nous, j'ai l'habitude de travailler avec une description continue de l'hydraulique qui comprend au moins une dizaine d'événements. Et à chacun de ces événements-là, on lui attribue une probabilité d'intervalle. C'est la probabilité que la crue tombe dans un intervalle. Donc, pour ça, on utilise la fonction densité de probabilité plutôt que les probabilités cumulatives. C'est Ouais. la même loi, mais c'est pas la même forme exactement. Mhm. L'autre, aussi, un des gros facteurs d'incertitude qu'on a, c'est les aléas de la ciel pour lequel on n'est pas capable actuellement de fixer une probabilité.
Et on peut le faire pour les crues à l'eau libre, mais on peut difficilement le faire. Alors, or, plus de la moitié des dommages d'inondation au Québec sont dus aux aléas glaciaires. Donc, on a un problème là où il faut travailler sur la question de la récurrence des aléas glaciaires. Puis enfin, pour la question des attributs descriptifs des bâtiments, je signale que la fiche d'évaluation des municipales comporte beaucoup d'informations, notamment les mètres carrés de surface aménagée de chacun des planchers, des paliers, la hauteur de dégagement du sous-sol, le type de matériaux, le type de fondation, l'âge du bâtiment, tous ces attributs-là sont connus. Dans les travaux qu'on est en train de faire actuellement avec la MRC, Vaudreuil-Soulanges, Argenteuil et Deux-Montagnes, ces données-là ont été rendues disponibles pour plus de 1000 bâtiments. Puis il semble, on nous a dit que la plupart des municipalités au Québec disposent de cette information-là. Donc, évidemment, il faut que le modèle soit conçu pour en tenir compte. La dernière remarque que je voulais faire aussi, c'est sur la valeur du bâtiment. Si la valeur du bâtiment doit être multipliée par 1,5, alors il faut que les courbes de dommages soient ajustées à 0,66, Oui, Mhm. oui. évidemment. Oui. Donc, là, on est face à des courbes actuellement qui probablement surestiment le taux d'endommagement dû au fait que la valeur du bâtiment est sous-estimée. Mhm. Donc, on est dans une logique de double erreur compensée. Donc, il faut revoir un petit peu la logique du modèle pour être capable de s'ajuster à une valeur qui serait une valeur de remplacement, qui est beaucoup plus représentative des valeurs de réparation. Mhm. Alors, je ferme les parenthèses ici. Merci C'est des beaucoup. remarques que je voulais faire maintenant, là. C'est des discussions qu'on a fréquemment, Bernard et moi, et avec Foucault aussi, là. Et donc, je voulais les mentionner. C'était le bon moment de le faire. Merci, Merci Michel. beaucoup. Donc, on a une autre main levée de Bernard Doyon. Je laisse la parole. Bonjour Oui, Bernard. Bonjour. bonjour. Félicitations au présentateur. Toujours intéressant ce domaine-là. Quelques petits commentaires aussi comme ça qui n'appellent pas nécessairement des réponses. Des commentaires comme ça que j'ai formulés pendant que vous présentiez des choses. Valeur de remplacement, est-ce que c'est une bonne piste? Peut-être. Est-ce qu'on se met à l'abri de la fameuse variabilité qu'on veut éviter? Pas certain. Petit exemple bien concret. Je parle du portrait brun parce que j'en ai acheté dernièrement. Le 2x4 de 8 pieds est à 6,09 $. Maintenant, en 2021, il est à 17 $. Ouais. La variabilité, ça n'arrête pas. Puis là, on pourrait parler, par exemple, d'un un nouveau gouvernement chez nos voisins du Sud. Puis ça veut dire qu'avec les barrières tarifaires, les tarifs douaniers qui vont imposer, ça risque. La donne est changée. Bref, je ne suis pas sûr que la valeur de remplacement, c'est nécessairement une bonne piste. Ça reste à voir, ça reste évalué là aussi. Le rôle d'évaluation, certes, il est soumis aux aléas et aux fluctuations du marché. Mais étant donné que le rôle est généralement de 3 ans, c'est quand même lissé dans le temps, je dirais, peut-être un peu plus représentatif. Enfin, quelque chose de peut-être un peu plus stable. Bon. Ceci dit, vous avez parlé des améliorations, les courbes Doyon et Jean versus Bonifay, tout ça. La grande amélioration, c'est entre autres le fait que desservi, qu'il y avait des services ou pas. Oui, il y avait ça, effectivement. C'est une question que j'avais trouvé que les ajustements étaient beaucoup mieux quand on faisait cette distinction-là, ce qui était une bonne chose, mais aussi le fait que ce qu'on a fait, ça avait été une étude de certaine ampleur quand même. Bonifay avait fait ses 6 courbes avec moins de 100 données, alors que nous, on a facilement plus de 1500 données pour une douzaine de courbes. Donc, c'est ça aussi, on faisait attention justement parce qu'on savait qu'il y avait de la variabilité, mais on pensait que ça allait être beaucoup plus significatif statistiquement parlant si on avait beaucoup de données, ce qui était le cas aussi. Vous avez parlé d'hypothèses, vous avez parlé par exemple que tous les terrains dans vos hypothèses qui étaient tous desservis, que vous avez aussi imposé une certaine hauteur pour le premier plancher, etc., etc. Bref, dans ces hypothèses-là, de ces données-là qui étaient déduites, j'en ai beaucoup. Moi, j'avais fait attention là aussi qu'elles étaient non déduites, justement. On est allé sur le terrain, on a vérifié s'il y avait ou pas un sous-sol, dans la mesure où c'était possible, s'il était fini ou pas. Donc, c'était de la donnée qui était prise par des arpenteurs pour une bonne partie, par nous à partir de la rue pour une
un autre sous-groupe. Et le reste avait été, oui, déduite, mais sur la base quand même de bonnes approximations qu'on pense, avec Google Street View, entre autres, qui nous dit beaucoup de choses. Donc, c'est ça, dans toutes les pistes d'amélioration suggérées, il y en avait déjà quelques-unes qui sont impliquées dans les courbes qu'on avait présentées, Myriam et moi. Myriam Jean. Voilà. C'est des petits commentaires comme ça à la volée. Oui, mais tu sais, sur les données, on n'avait pas de doute sur les données que vous avez utilisées. Là, nous, on a un enjeu, c'est qu'on nous fournit des données qui sont incomplètes. Mhm. Fait que c'est sûr que le fait que ces données-là soient incomplètes, même si on applique la courbe qui a été bien construite avec les vraies données, ça reste que notre nouveau set de données n'est pas en lien avec, tu sais, il y a comme un peu d'incohérence, là. Fait que c'est ça qui fait que ça crée de la variabilité additionnelle. C'est pour ça qu'on milite beaucoup. Puis le message qu'on passe pendant la présentation, c'est aussi un message qu'on a passé à l'équipe de la CMM en disant merci pour ce que vous avez fait, mais si on en faisait un petit peu plus, on serait encore mieux. Tu sais. On travaille beaucoup dessus quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de nous fournir un peu plus de données là, plus précises pour qu'on puisse améliorer ça, là, justement. Mhm. Non, c'est bien, je comprends bien la problématique. Je vais juste rajouter ces petites précisions-là pour Oui, qu'il y ait merci de la beaucoup. fluidité auprès des autres auditeurs. Et merci d'être là, Bernard. C'est très Oui, apprécié. vraiment. Ça fait plaisir. Merci. Il nous reste 2 minutes, si jamais il y a une autre question. Sinon, Si vous voulez, je peux peut-être reprendre pour les 2 minutes qui restent, à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose. Mais c'est sûr que moi, je pense que la clé quand même du problème, c'est toujours la question de la valeur de remplacement versus la valeur au rôle. La valeur de remplacement, ça se fait avec des matériaux d'aujourd'hui, avec des coûts de construction et de main-d'œuvre d'aujourd'hui. Quand on compare ça avec une valeur au rôle qui est sous-estimée systématiquement, et qui remonte à 3, 4 ans en arrière aussi. Et ben, ça fait qu'on introduit un facteur d'incertitude important là. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir là. Si on dans la logique de construire un nouveau modèle mieux adapté qui serait inspiré des travaux de Doyon et Jean, mais qui aurait une meilleure prise en compte des attributs du bâtiment. Et là, à ce moment-là, on a le choix de faire des hypothèses différentes, méthodologiques. Et c'est ça qu'on s'évertue à faire. Moi, actuellement, je travaille sur des dossiers de la MRC Vaudreuil-Soulanges, là, puis je me rends compte que la valeur de la propriété la valeur des propriétés avec lesquelles je travaille, c'est en bas de 200 000 $. Si je me déplace un village à côté, par exemple à Hudson, ou même à l'intérieur de la municipalité où je travaille, les valeurs peuvent doubler, tripler, tu sais, simplement par le fait que la valeur des bâtiments est impactée par la notoriété du risque. Et le même bâtiment déplacé ailleurs dans une place sécuritaire vaudrait le double, si pas plus. Donc, se baser sur la valeur au rôle, c'est qu'on est en train d'introduire dans le calcul un dommage d'incertitude. Et là, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, là, pour avancer, pour avoir une idée plus précise du dommage individuel. Par contre, je suis d'accord avec le fait que, avec le modèle de M. Doyon, on est capable d'établir, là, pour une municipalité ou à l'échelle d'un grand parc résidentiel, un risque intégré sur le parc. Mais par contre, la valeur à chacune des maisons, là, on est vraiment entaché de beaucoup d'incertitudes, ou en tout cas d'imprécisions. Et ce qui fait qu'il y a du travail à faire pour améliorer ces choses-là. Il y a des pour, il y a des contre. Je ne veux pas répondre, mais il faut que je me sauve moi aussi. Il y a des pour, il y a des contre, puis c'est des bons points, Michel, que tu as soulevés. Mais, par exemple, les matériaux sont une partie de l'équation. Il n'y a pas que les matériaux, il y a la main-d'œuvre. Donc, un auto-constructeur, il va passer sous la barre facilement. Tandis qu'une maison plus reconnue, les constructeurs, je ne sais pas, bien établis, vont peut-être coûter plus cher que justement l'autoconstructeur. Fait que ça aussi, ça rentre dans l'équation. Bon, on peut argumenter jusqu'à demain, mais Oui. tu as des bons points, Michel. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce que justement, moi j'ai la chance de pouvoir côtoyer les deux, là. Fait que je suis assis entre les deux.
Puis je trouve ça super le fun parce que c'est ça qui fait qu'on avance dans notre réflexion. Tu sais, on a des arguments, puis on ne veut pas non plus tu sais, dans l'estimation des dommages introduire des trucs qui sont trop complexes non plus. Tu sais, on veut garder ça assez simple pour que ça soit accessible. Fait que ces discussions-là sont super importantes, là, tu sais. Ouais. Puis Fait on que, parlait aussi d'intervalle de confiance dans oui, l'estimation des dommages. Donc oui, plus on a de méthodes ou d'approches différentes, plus on peut comme aussi baliser cette période, enfin cet intervalle de confiance-là dans les résultats qu'on avance. oui. Donc ça, je suis vraiment très pressé de savoir un peu plus sur la méthode que Michel Leclerc et toi développé pour avoir Ça une s'en vision. vient, ça Ouais, c'est s'en ça. vient. Mais j'ai hâte en tout cas. Oui. Parfait. Ben, merci à vous tous pour vos commentaires, pour la présentation. Euh, donc, c'est ce qui met fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Fait que, ben, je remercie tout le monde de votre présence et on se retrouve, on a un prochain webinaire le 13 décembre. Fait que vous Merci à allez voir tous. Merci à sur tous. le Merci. Au site. revoir, bonne journée. Au revoir, Au merci. revoir. Merci. Bravo, bye bye. Au revoir.